Bonsoir à tous et bienvenue dans Punchline avec 3 questions ce soir. À quoi cela sert de déplacer les migrants de Paris pour les parquer dans des gymnases en Ile-de-France? Pourquoi Jean-Luc Mélenchon est-il si colère que des journalistes enquêtent sur ses comptes de campagne 2017 alors que le parquet de Paris vient d'ouvrir une enquête à ce sujet? Et enfin, à quoi va servir le nouveau guide de la laïcité qui sera distribué par le ministère de l'Éducation aux enseignants? Eh bien, à répondre à ces questions, est-ce que les mamans voilées ont le droit d'accompagner les enfants lors de sorties scolaires? Peut-on se faire dispenser de sport pendant le Ramadan, ou alors a-t-on le droit de fêter Noël à l'école? On en débat dans un instant avec toutes les infos nécessaires, mais tout de suite c'est le rappel des titres de l'actualité avec Julien Desvages. Bonsoir Julien. Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, l'enquête sur le meurtre du petit homme. Le procureur de la République de Lens a tenu une conférence de presse. La mort de l'enfant est due à un traumatisme crânien. Son corps portait des traces de viol. Le principal suspect, un homme de 27 ans, continue de nier les faits. Il est toujours en garde à vue. Dans l'actualité également, au lendemain de l'attaque qui a fait 3 morts à Liège, la justice belge qualifie les faits d'assassinat terroriste. Le ministre de l'Intérieur belge a également confirmé que le tireur, Benjamin Herman, était responsable de la mort d'une 4e personne, un ancien codétenu retrouvé sans vie à son domicile. Et puis on a appris hier que le groupe espagnol Mediapro s'était emparé de l'essentiel des droits télé de la Ligue 1 pour les saisons de 2020 à 2024. Réaction aujourd'hui de Maxime Saada, le président du directoire de Canal+. Économiquement, je ne vois pas comment est-ce que ça peut tenir. Avec les sommes qu'ils ont mises, il faudrait qu'ils aillent chercher 7 millions d'abonnés à 15 €. Ils auraient 4 ans pour le faire. beIN est là depuis 6 ans, beIN Sport. Ils ont investi beaucoup plus d'argent que ça. Ils sont également à 15 € et ils ont péniblement 3,5 millions d'abonnés. Ce qui est important aussi, c'est que cet acteur a déjà fait l'acquisition de la Serie A en Italie. Tout le monde a crié là-bas à la perte des droits pour les diffuseurs traditionnels et notamment Sky Italia qui diffuse ses droits depuis très très longtemps. Ils ont été, l'attribution a été suspendue il y a quelques jours par un juge parce que les conditions, les garanties financières apportées par cet acteur n'étaient pas suffisantes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, Punchline. Merci Julien Desvages. Et on est avec nos invités pour débattre de l'actualité du jour. Olivier Véran, député de La République En Marche de l'Isère, bonsoir. Bonsoir. On est avec Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Jordan Bardella, porte-parole du Front National, bonsoir. Jean-Claude Dacier, éditorialiste politique, bonsoir. Jean-Claude. On sera rejoint tout à l'heure par Monseigneur Benoît de Sinetti. On parlera avec lui des migrants. Mais d'abord, on va commencer par la polémique du jour. Elle concerne les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017, de la justice qui enquête depuis plusieurs mois à ce sujet et de la colère de Jean-Luc Mélenchon. Charlotte Onfroy-Barrier, notre journaliste à CNews, a donc, comme bon nombre de nos confrères, enquêté sur ce dossier, ce qui a eu le don d'irriter le patron de la France Insoumise, qui nous insulte copieusement depuis à grands coups de tweets rageurs. Je vais vous laisser les découvrir pendant qu'on va parler du fond. Alors, voilà, on va découvrir ces petits tweets sympathiques. J'en ai pas fait, moi. Hugo Bernalicis, je suis très déçue, vous n'avez pas fait de tweets. Ouais, j'ai pas fait de tweet. Non, mais je vais me rattraper après l'émission. Je vais rattraper. Très bien. Promis. Alors, on va essayer de remettre l'église au centre du village. De quoi s'agit-il? Le parquet de Paris a ouvert hier une enquête pour procéder à des vérification, puisque la commission de campagne, des comptes de campagne, a validé ceux de Jean-Luc Mélenchon fin 2017, mais a également procédé à un signalement à la justice. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est la réalité, et ça concerne aussi la campagne d'Emmanuel Macron, Olivier Véran de La République En Marche. Nous l'avons d'ailleurs évoqué à plusieurs reprises sur notre antenne. Concernant la France Insoumise, Charlotte Onfroy-Barrier a consulté les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon en se rendant à la commission des comptes de campagne. Elle a longuement rencontré l'un des 2 rapporteurs, Jean-Guy de Chalvron, et voilà son enquête. On en débat ensuite avec vous. Réfléchissez à l'immensité de la victoire que représente l'abandon du projet Notre-Dame-des-Landes. Opposition, nous vous disons, nous sommes certains que vous, vos ministres et tous les services de l'État avez dans cette circonstance fait tout ce qui était en votre pouvoir du mieux que vous. L'essentiel, c'est le regroupement dans le recueillement, c'est les paroles pleines d'amour et de tendresse. Alors ça, c'était un medley des déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Visiblement, ça n'a absolument rien à voir avec le sujet de Charlotte. Ça m'intriguait, oui. Oui. Donc on va essayer de remettre les pendules à l'heure. Tout de suite, alors Hugo Bernalicis, votre réaction. On va reprendre l'enquête dans un instant quand on l'aura retrouvée dans nos serveurs. Visiblement, elle s'est un peu perdue en route. Pourquoi est-ce qu'il s'énerve autant, Jean-Luc Mélenchon? Il y a des journalistes qui travaillent, qui font des enquêtes. Et le parquet de Paris couvre une enquête. Bon, voilà. Il n'y a pas besoin de s'insulter. Vous êtes régulièrement invité sur nos plateaux.
Oui, c'est vrai, c'est très sympathique de votre part d'ailleurs. Non, c'est la démocratie, ça s'appelle. De pouvoir être là. Non, mais c'est par ailleurs sympathique. Ah bon non, je sais pas. En fait, vu qu'on ne sait pas sur quoi est l'enquête, c'est compliqué de. Non, mais je vous le dis très sérieusement. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'il y a une enquête qui est ouverte, vous ne savez pas sur quoi, donc c'est réagir sur quelque chose. Vous parlez de l'enquête du parquet de Paris, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah oui, non, mais bon, voilà. Donc, on l'a appris comme tout le monde. Jean-Luc lui-même l'a appris hier dans la presse comme tout le monde en disant tiens, il y a une enquête sur mon compte de campagne. Bon, j'allais pas dire bonne nouvelle, mais c'est une étrange nouvelle parce que, et vous l'avez vous-même dit, les comptes de campagne ont été validés et on apprend qu'il y a quand même en parallèle un signalement. Vous me dites ce soir que finalement il y aurait aussi un signalement sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que c'est que ce mode de fonctionnement? C'est un peu étrange. Soit les comptes de campagne ils sont validés, soit on nous fait un signalement ils sont pas validés. Enfin, je sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que nous, la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon en tant que candidat, avec notre mandataire financier, on a fourni tous les éléments qui étaient à fournir à la Commission nationale des comptes de campagne, qui a des dépenses qui ont été retranchées. Mais vous savez, sur mon compte de campagne, moi, Ugo Bernalicis, en tant que candidat législatif, j'ai aussi des dépenses qui ont été retranchées. C'est le cas de beaucoup de candidats, c'est le fonctionnement normal. Ça a été le cas pour le Front National également. Non, mais c'est normal, hein, vous êtes la loi vous oblige de tout déclarer. Donc il y a un certain nombre de retranchements qui, aux yeux de la CNCFP, n'intègrent pas le remboursement forfaitaire de l'État. C'est tout à fait normal. Maintenant, juste pour prolonger, moi je vais me mettre en accusation personne. Il y a une enquête qui est ouverte, donc voilà, on verra. Non, mais ce que la France Insoumise veut, c'est changer le système du financement des campagnes électorales, c'est ça? On a eu un débat pendant la loi, vous savez, sur la confiance dans la vie politique. Elle ne s'appelait pas comme ça au début, mais à la fin, elle s'appelait comme ça. Moi, je pense qu'il y a une difficulté dans le pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a même mis en exergue, c'est le MoDem qui l'a mis en exergue, en disant les banques ne prêtent plus aux candidats. Quelle que soit leur couleur politique par ailleurs, ne prêtent plus aux candidats, ce qui fait des inégalités flagrantes entre celui qui arrive à mobiliser des fonds et celui qui n'arrive pas à mobiliser des fonds. Donc il y a un problème sur le financement des campagnes électorales. C'est quoi la solution? Ils ont proposé, la majorité a proposé avec le MoDem, qui est la Banque de France qui en dernier ressort désigne une banque qui soit obligée de prêter, etc. Pour le Front National, qui avait beaucoup de mal à boucler. Oui, vous dites que pas tous les partis sont concernés. Enfin, il y a quand même une spécificité vis-à-vis du Front National. On a quand même été mis dehors de notre banque sans aucun mais motif. Vous aviez vos amis russes. Nous avons été mis. À la fin, ça va, vous êtes bien sortis. Nous avions nos amis russes. Nous avions trouvé un prêt à l'étranger parce qu'en l'occurrence, aucune banque française ne souhaitait prêter au Front National. Bon, vous, visiblement, vous n'avez pas eu de mal à trouver de prêt. Donc, on voit qui sont les complices du système et qui en sont les réels opposants, monsieur Bernalicis. Je sais pas si c'est le Olivier système de Véran, crédit la coopératif. République en marche. Je peux écouter le Front National et la France Insoumise débattre entre eux des affaires financières et prendre des pop-corn, mais plus sérieusement, il y a quand même eu 2 coups de semonce, me semble-t-il. Il y avait eu d'abord la démission d'un des rapporteurs de la commission des comptes de campagne qui avait expliqué qu'il démissionnait, je crois que je ne dis pas de bêtises, parce qu'il estimait qu'on sous-estimait les difficultés financières qu'avait pu rencontrer la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Et puis il y a eu, me semble-t-il, une saisie au mois de mars, une commission nationale des comptes de campagne qui a saisi le parquet, et ensuite le parquet de Paris a annoncé avoir ouvert une enquête aujourd'hui. Je ne vais certainement pas commenter une affaire de justice, surtout une affaire de justice qui est maintenant ouverte. Par contre, je vais me permettre de ne pas non plus incriminer tout un système de financement des campagnes qui a été réformé à plusieurs fois, qui est sans doute ça c'est sûr que M. Macron n'a pas eu de mal à trouver d'argent. Pour l'instant, il y a une campagne qui est mise en accusation par la justice. Ça ne veut pas dire qu'il est condamné, ça ne veut pas dire qu'il est coupable. On va peut-être pas non plus condamner tout le système qui va avec. On va pas peut-être jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà, pas plus de commentaires sur le sujet. C'est votre affaire, c'est pas la nôtre. Jean-Claude Dacier, sur cette affaire des comptes de campagne. J'ai du mal, moi aussi, à y voir clair, car on est quand même encore au niveau de l'enquête préliminaire, c'est pas d'une gravité exceptionnelle. J'ai cru, c'est pas simple, hein, j'ai cru deviner qu'il y avait des doutes, d'où la probable démission sur la facturation ou surfacturation de 2 sociétés qui organisaient des meetings. Alors c'est un différentiel dans les factures. Bon, honnêtement, je pense que Mélenchon a tort sans doute de monter sur ses grands chevaux, mais je trouve assez désagréable qu'1 an après, on en soit encore là. Je pense que de toute façon, on est trop peu généreux avec le système de financement de nos campagnes. Je pense qu'une C'est-à-dire que ça oblige les politiques à un peu contourner à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Ouais. Et je pense qu'on est, je peux me tromper, je pense qu'on est dans une erreur lourde. Je pense que les hommes politiques ont le droit d'avoir les moyens de faire, je ne suis pas sur la ligne américaine, mais au moins d'avoir les moyens de faire des campagnes, de se payer des affiches. On n'en voit pratiquement plus. On dirait que les écologistes sont satisfaits. Il me semble que le système qui a été mis en place
n'est pas satisfaisant, que les hommes politiques en campagne doivent avoir les moyens de faire campagne honorablement et qu'on n'assiste pas un an après à ces enquêtes. Je ne sais pas ce que ça donnera, on verra bien. Il y a une affaire plus lourde quand même, Nicolas Sarkozy, pour des faits qui sont ce qu'ils sont, va aller probablement en correctionnel, probablement, il me semble. Bon, il y a aussi Marine Le Pen, Éric Woerth a été mis en examen. Je trouve, honnêtement, je ne suis pas pour le pardon des péchés, des offenses, tous azimuts, tout le temps, pour tout le monde. Il me semble que le climat politique dans ce pays est assez pourri pour qu'on n'en rajoute pas. Et il ne me semble pas, là, qu'on est affaire à des fautes d'une gravité exceptionnelle. Alors, on va juste réécouter... Je suis peut-être trop généreux. Hein, cette enquête de Charlotte Onfroy-Barrier, et on va clôturer le chapitre avec... Alors, l'enquête... Un an après l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon est dans le viseur de la justice. En cause, des factures anormalement élevées. Premier élément, le recours à l'aide du peuple. Pendant la campagne, l'association emploie 3 membres de l'équipe de Jean-Luc Mélenchon. Bastien Lachaud, Mathilde Panot et Michel Hernando. Mais les prestations qu'elle fait facturer à son candidat sont bien au-delà des sommes réellement perçues par les salariés. Bastien Lachaud, par exemple, reçoit 29 796 € comme responsable de projet de communication. La facture envoyée à Jean-Luc Mélenchon s'élève, elle, à plus de 129 000 €. Deuxième élément, les œillets rouges. Cette SCI loue pendant toute la durée de la campagne des locaux de 91 mètres carrés à l'équipe de Jean-Luc Mélenchon. Montant de la facture, 153 000 €. Selon le rapporteur, le prix du mètre carré s'établit à 250 € dans cet arrondissement de la capitale. Au total, la société aurait empoché plus de 15 000 € de trop. Une société dirigée par Marie-Pierre Auprandi, trésorière de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Troisième élément, Mediascope. Pendant la campagne, cette agence imprime les tracts du candidat et organise chaque lundi des réunions sur la stratégie de communication de Jean-Luc Mélenchon. Là encore, 60 factures proposent des montants largement supérieurs à ses concurrents. Un juteux montage pour la directrice de l'agence, qui est aussi responsable de la communication de Jean-Luc Mélenchon. Au total, 1,3 million d'euros ont été pointés du doigt par le rapporteur de la commission, poussé vers la sortie en novembre dernier. Voilà, et j'ajoute que Jean-Luc Mélenchon a, dès l'annonce de cette enquête, affirmé avoir agi honnêtement et scrupuleusement. On va l'écouter. Pour le coup, c'est important de lui donner la parole. J'ai l'impression quand même que ça arrive à point nommé pour essayer d'entacher mon honorabilité. Je ne peux faire qu'une chose, répéter que j'ai conduit honnêtement et avec scrupule mon compte de campagne et mes dépenses. J'ai le sentiment de... comme ça, quoi, plutôt de quelque chose qui ressemble à un coup monté qu'à une réalité, quoi. C'est un coup monté, Olivier Véran, encore une fois, un coup monté par... Je ne sais pas par qui cette fois-ci, parce que ça dépend des jours. Hein. Des fois c'est la presse, des fois c'est nous, des fois c'est je ne sais quel pays. Les deux. Moi j'arrive plus à suivre. Non mais il pourrait avoir une ligne de défense qui consiste à dire il y a une affaire de justice, je ne suis condamné à rien, j'affirme ma probité, on verra. Là, il contre-attaque déjà, il est déjà sur le terrain politique, c'est-à-dire qu'il est déjà en train d'essayer d'exploiter au profit de son propre mouvement et de lui-même une affaire qui le concerne directement. C'est pas non plus nécessaire de faire si on peut exploiter. C'est une règle quasi générale chez les leaders politiques. Fillon l'a bien fait pendant la campagne, ça lui a pas forcément porté chance. Mais dire c'est un coup monté, on m'en veut, c'est quelque chose. Pardon, où on est dans la parano constante, ou on est dans le coup politique. J'espère que c'est le coup politique. Il a sûrement tort de monter sur ses grands chevaux, mais il doit considérer, en effet, l'enquête qu'on vient de voir me fait pas changer d'avis, que ça fait bien du ramdam pour ce qu'on a décrit, qui me paraît pas quelque chose d'une importance exceptionnelle. Après, c'était un coup politique, il aurait peut-être fallu le faire avant la validation des... Ce qui est vraiment un peu navrant en la matière, c'est que, vous savez, les comptes de campagne ne sont pas publiés en même temps. Alors qu'en matière électorale, en règle générale, on essaye d'avoir une égalité avec tout le monde. Et là, vous avez des comptes de campagne qui sont publiés et diffusés au compte-gouttes, au fil de l'eau, ce qui fait qu'on commente ceux des uns, puis ceux des autres. Il y a des moments politiques comme ça, etc. Non, mais c'est un peu bizarre. Je veux dire, pourquoi on ne publie pas tous les comptes en même temps, le même jour ? C'est une question bête, hein. C'est juste, ça me semble un peu étrange. Après, c'est pas fait pour lui nuire, Ego. C'est pas mais j'en sais rien. Ça va pas l'arranger non plus. On va pas être dans la logique. Je sais pas si on instrumentalise tout ça en notre faveur. Il n'y a pas une entité supérieure qui a décidé de sortir aujourd'hui pour nuire justement dans le moment parce que ça le gênerait l'affaire des comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon. J'en sais rien. Mais on peut arrêter de voilà, franchement. J'en sais rien. J'espère pas.
faut pas dire j'espère pas. J'espère pas, c'est déjà insinué que ça pourrait être possible. Moi, je considère que dans l'état de droit et dans une démocratie comme la nôtre, parce qu'on est bien en démocratie, c'est pas démocrature. Moi, j'ai dit démocrature plusieurs fois. C'est bien le problème qu'on a de concept en ce moment. Entre vous et nous, c'est qu'on est dans une démocratie. On a une chance, vraiment une chance d'être en démocratie. Non, mais on peut encore se défendre. C'est ça qui est au moins un minimum honorable. Mais devant la justice, à un moment donné, vous savez, dans les comptes de campagne, ce qui est en cause là, c'est la question, vous savez, de la sous-facturation ou de la surfacturation. Et à un moment donné, on vous oblige à mettre les prix du marché. Sauf que l'évaluation du prix du marché, en fonction des uns ou des autres, c'est pas le même prix du marché. Moi, je trouve que nos communicants, ils ont été vachement pas chers par rapport aux communicants de La République En Marche, par exemple. Je trouve qu'on a polémiqué à un moment donné sur Alexis Corbière qui était payé en tant que porte-parole. Il était payé 2 fois moins que M. Griveaux qui était porte-parole de La République En Marche. Moi, je trouve qu'on a des communicants moins chers. On a fait une campagne plus économe. On va bientôt en venir au tableau comparatif. Combien avez-vous payé pour le chapiteau? Combien avez-vous payé pour le communicant? C'est la dictature de la transparence. Oui. C'est transparent. Je veux dire, les comptes de campagne sont déclarés. C'est normal. Jamais trop de transparence. Oui, si. Pardon, si. Pas en matière politique. Ça permet parfois à la démocratie de bafouiller. Il n'y a jamais trop de transparence. Oui, non, mais ça, c'est une formule. J'espère qu'il y aura jamais trop de transparence. Ça a des conséquences. Il y a une enquête qui est ouverte, personne ne vous a condamné pour que ce soit. Il y a une enquête ouverte, une enquête préliminaire. Vous verrez bien. Vous accusez la terre entière de fomenter contre vous. Attendez de voir. Soyez sereins. Allez, on va refermer ce chapitre. Nous, on a fait notre travail correctement en tant que journaliste à CNews. Jean-Luc Mélenchon se défend. Fin de ce chapitre. On va parler maintenant d'un dossier extrêmement important. Cette évacuation ce matin d'un camp de migrants où 1000 personnes environ étaient regroupées à Paris, sur le lieu dit le millénaire. Ils vivaient dans des conditions absolument épouvantables. On va rejoindre Kinson, notre envoyé spécial. Bonsoir, Kin. Vous êtes dans le 17e, dans un gymnase où certains de ces migrants ont été regroupés. Quelle est l'atmosphère sur place et qu'est-ce qui attend ces migrants dans les prochains jours ? Alors écoutez, Laurent, c'est très calme ici, rue Fragonard. Depuis tout à l'heure, on aperçoit des migrants rentrer tranquillement dans le centre après avoir passé la journée à l'extérieur. Il faut dire que ce matin, la prise en charge s'est bien passée. Ils sont près de 130 migrants à avoir retrouvé refuge dans ce gymnase du 17e arrondissement de Paris. Tout à l'heure, 3 réfugiés m'ont confié qu'ils souhaitaient avant tout passer une bonne nuit ce soir après avoir passé des mois dans la rue, mais qu'il leur était impossible de se projeter en état actuel. Pour eux, c'est impossible pour l'instant de pouvoir se projeter. Ils attendent de voir les prochains jours. En tout cas, l'association qui s'occupe de ce centre a refusé toute demande d'interview. Ils sont débordés depuis 6 heures du matin. Ils doivent conseiller, rassurer les migrants qui, pour certains, ne parlent pas français. Il y a des traducteurs qui sont ici sur place. Vous l'aurez donc compris, c'est le nouveau lieu de vie pour ces migrants pour ces prochaines semaines. Il n'y a pas de consigne particulière. Ils sont libres de circuler. Il faut juste qu'ils s'identifient s'ils souhaitent revenir dans ce centre d'accueil, ce gymnase du 17e arrondissement de Paris. Tout à l'heure, une bénévole me disait aussi que certains migrants étaient désabusés, se sentaient perdus car certains n'ont pas commencé encore leur démarche administrative. Ils vont donc devoir, les bénévoles, les conseiller et les guider pour ces prochaines semaines du mois. En tout cas, l'objectif du gouvernement est très clair, mettre fin au campement dans les rues. 24 centres ont été activés à Paris, mais aussi dans les autres départements d'Île-de-France. Les migrants, les réfugiés seront répartis dans ces différentes structures en fonction de leur état administratif. Merci beaucoup, Kinson, sur place avec Charlie Duplan. Bonsoir, Monseigneur Benoît de Sinetti. Bonsoir, bienvenue. Vous avez publié ce livre, Il faut que des voix s'élèvent. Accueil des migrants, un appel au courage. Cette situation, elle était intolérable. Les migrants sont déplacés. Aujourd'hui, ils ont quitté il y a encore 2 grands campements à part celui-là. Ils sont déplacés vers des gymnases. Est-ce que c'est la solution pour vous ? C'est un progrès, c'est pas la solution. Des gymnases, c'est pas la solution. D'abord, ces gymnases, ils sont occupés par des écoles, des associations, donc ça peut pas être à long terme. Et puis, on rétablit un peu l'ordre, c'est très bien. Voilà, la question se pose de la justice. Le but d'une société, c'est pas de rétablir l'ordre à tout prix s'il n'y a pas la justice. C'est la justice qui provoque l'ordre, c'est pas l'inverse. Vous dites que la France a un accueil défaillant en ce qui concerne les migrants ? Je ne pose pas de jugement moralisateur sur la manière de faire, etc. On voit bien que ça suscite beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de peur, beaucoup de discours contradictoires dans le pays. Je dis que c'est intéressant de pouvoir, à l'occasion de l'arrivée de ces migrants et de ces mouvements qui sont en train de se passer et qui ne s'arrêteront pas, quoi qu'on fasse, quelles que soient les incantations qu'on puisse avoir, ils ne s'arrêteront pas, qu'on puisse réfléchir au type de société que nous voulons bâtir. Il y a la France, il y a l'Europe, il y a le monde, 3 entités distinctes mais complémentaires. Mais est-ce qu'on peut accueillir encore une fois
pour reprendre la phrase désormais célèbre, tout le monde? Est-ce que la France a vocation à accueillir tous ceux qui, par milliers, prennent la route de la Méditerranée? C'est impossible. Mais dans un premier temps, les gens qui étaient dans ce campement, moi j'y suis allé il y a quelques jours avec l'archevêque de Paris, des associations nombreuses y travaillent, les paroisses du voisinage s'y rendent régulièrement. Des centaines de gens qui sont là pourraient probablement se prévaloir du titre de réfugiés politiques. Probablement. Ils viennent d'Érythrée, ils viennent du Soudan. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour acheminer ces gens jusqu'au bureau et jusqu'aux services qui pourront leur donner éventuellement satisfaction. Pour l'instant, rien n'est fait. On les emmène d'un quai de canal à un gymnase. Bon, c'est une étape. C'est pas suffisant. Il y a des conventions. Je suis pas un spécialiste, mais on sait bien que quand un homme ou une femme arrive en demandant le statut de réfugié politique, il a des droits qui s'enclenchent. On voit bien qu'on est débordé. Il n'y a pas la faute à un tel ou la faute à une telle, c'est pas la question. Mais c'est comment on va se ressaisir pour trouver des solutions. Pas possible. Alors, Olivier Véran, c'est vous qui les avez, les solutions à La République En Marche, c'est vous qui êtes au pouvoir. Ce sont des solutions partagées par les acteurs de la société civile, les associations. Vous dites qu'il n'y a pas rien n'est fait pour les conduire en préfecture pour ouvrir des démarches de droit. Pardon, il y avait 80 bénévoles associatifs qui sont là. Moi, je suis député de Grenoble. On a une préfecture qui centralise les demandes d'asile. J'ai suivi d'ailleurs le parcours de demandeurs d'asile en préfecture, auprès d'associations, etc., sur plusieurs journées. Les associations jouent un rôle extrêmement précieux, mais il y avait aussi les services de la préfecture qui étaient présents ce matin lors de l'évacuation du campement, justement pour identifier. Figurez-vous qu'il y avait parmi les personnes qui ont été évacuées ce matin, des personnes qui bénéficient déjà du droit d'asile, mais qui n'ont pas encore l'accès effectif à l'hébergement. Il y avait des personnes qui relevaient manifestement du droit d'asile et qui seront conduits dans les 15 jours en préfecture dans ce qu'on appelle le GUDA, qui est le guichet unique de demandeurs d'asile, pour que soit ouvert un dossier, et des personnes qui ne relevaient pas du droit d'asile. Donc on va traiter tous les dossiers, sans rentrer dans les détails techniques. Chacun d'entre eux va avoir une réponse. C'est compliqué de s'affranchir de la technique quand on dit ceux qui ne ressortent pas du droit d'asile, qu'est-ce qu'on en fait? La technique peut être complexe, mais on ne peut pas dire qu'il y en ait fait. Il y a un parcours qui peut être complexe, qu'on essaye de simplifier. La loi Asile et Immigration vise à simplifier les procédures et à concentrer l'ensemble des procédures pour qu'une réponse définitive soit apportée dans les 6 mois, au lieu des 2 ans et demi, 3 ans qu'on peut mettre parfois aujourd'hui. Et chacun est traité avec humanité. Et les images de ce matin que j'avais vues, c'est les images de 1000 personnes qui, pour la plupart d'entre elles, attendaient déjà avec un baluchon sous le bras. Et les associations demandaient l'évacuation de ce campement. C'est pas quelque chose qui s'est fait de façon violente ou sauvage. Il y a eu un avertissement la veille, les choses ont été anticipées, les associations ont été présentes, et les 1000 personnes sont toutes hébergées ce soir dans des conditions bien plus dignes que celles dans lesquelles elles étaient hier à la rue. Et elles auront toutes 3 repas par jour. C'est la 34e évacuation, vous avez raison de le dire, en 3 ans, ce qui montre bien qu'on est mis face à un énorme défi de traiter avec humanité et efficacité l'ensemble des situations en les traitant individuellement. Il n'y a pas de personne. Qu'est-ce que vous répondez encore une fois à ce cri que lance le père de Sinetti? Voilà, il y a un appel au courage face aux migrants. Je crois que l'Église est parfaitement dans son rôle et nous sommes dans notre rôle de responsable politique. En vérité, je crois que les Parisiens subissent, notamment dans le nord de Paris, une véritable submersion. Ils n'en peuvent plus par ces campements illégaux qui se créent un peu partout, de la part de populations qui viennent aussi avec leur culture, avec leur mode de vie, qui sont parfois compatibles avec les nôtres. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, la France n'est pas un guichet social. Lorsque vous avez 6 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres, nous ne sommes plus en capacité aujourd'hui d'accueillir une immigration aussi massive. Il faut quand même le dire parce que je crois qu'il y a une hypocrisie de La République En Marche qui appelle parfois à la fermeté dans les mots. La loi qui a été votée par Emmanuel Macron permet notamment une extension des conditions du regroupement familial. C'est-à-dire qu'elle va permettre à ces migrants de faire venir ensuite leurs familles, leurs frères, leurs sœurs, ainsi que leurs parents, créant évidemment un immense appel d'air. La réalité, c'est que cette évacuation qui a été menée ce matin ne réglera rien. Des flots de migrants vont continuer d'arriver en Europe, nombreux, puisque de toute manière, nous n'avons plus de frontières nationales. Nous avons un système social qui est extrêmement attractif, que nous avons 500 000 clandestins sur le territoire national qui sont présents de manière illégale et qu'encore une fois, lorsqu'ils sont déboutés, et qu'encore une fois, non, ce sont les chiffres très officiels, lorsqu'ils sont déboutés du droit d'asile, 96% ne sont pas renvoyés dans leur pays. Donc aujourd'hui, il y a une submersion migratoire, les Français n'en peuvent plus, il faut régler le problème en amont, en coupant les pompes aspirantes de l'immigration et encore une fois en rétablissant des frontières nationales. Il faut quand même rappeler que les premiers pays qui font des demandes d'asile en France, ce sont Haïti et c'est Haïti et l'Albanie, donc des pays Albanie et Haïti. Soyons précis. Hugo Bernalici, sur cette question de l'évacuation du camp de migrants de ce matin. Écoutez, moi je vois les images, ça s'est passé
plutôt tranquillement, mais ça me fait toujours un peu mal au cœur de voir les tentes comme ça, rasées à coups de bulldozer. Ça me fait penser un peu à ce qui se passe à Calais. C'est moins sympathique à Calais, finalement, que ce qui s'est passé ce matin. Là, j'ai l'impression que les gens ont pu récupérer les papiers dans leurs tentes, mais vous savez qu'il y a ce grand drame des personnes migrantes qui sont là et qui sont parties prendre un repas justement dans des structures mises en place par l'État et qui pendant ce temps-là se font raser la tente de l'autre côté et perdent leurs papiers, leur téléphone portable, ce qu'ils ont pu laisser dans la tente, ce qui les rend encore plus en difficulté pour demander des droits dans le pays. Il y a effectivement des gens qui étaient demandeurs d'asile et qui mériteraient d'être hébergés. Il y a un grand sujet là-dessus. On l'avait nous-mêmes pointé du doigt sur le projet de loi de finances 2018 en disant vous ne mettez pas les moyens en place pour accueillir dignement tout le monde. Donc à un moment, il y a une question de moyens, il ne faut pas l'esquiver. Donc vous voulez accueillir tout le monde? Non mais les gens qui doivent être accueillis, point. Oui, donc vous voulez accueillir tout le monde. Oui, et vous voulez rejeter tout le monde à la mer, c'est ça? C'est ça que vous voulez faire? Non, vous êtes dans la caricature. Est-ce que vous voulez rejeter? Non, mais parce qu'à un moment, il n'y a pas 36 000 solutions. Vous voulez accueillir tout le monde. Moi, je veux accueillir les gens qui sont là. Mais vous, ce que vous ne voulez pas faire, c'est questionner. Mais l'appel d'air, vous savez ce que c'est un appel d'air? Je pense que les demandes d'asile doivent être traitées dans le pays d'origine. Vous savez ce que c'est un appel d'air? Moi, je pense qu'on fait un appel d'air au Front National en permanence et ça m'insupporte. Et qu'on vous donne trop de place à cet argumentaire complètement simpliste qui vise finalement à être un argumentaire inhumain. Qui a été repris d'ailleurs par le ministre de l'Intérieur à mon plus grand désarroi. Vous parliez de submersion, etc. C'est des mots qu'ont pu employer lui-même Gérard Collomb. D'accord. Gérard Collomb qui a parlé cet après-midi au Sénat des migrants qui font du benchmarking. Écoutez. Voilà, c'est ça. Vous dire, Monsieur le Président, qu'il n'y a pas que le Sénat qui fait du benchmarking, mais que les migrants aussi font un peu de benchmarking pour regarder les législations à travers l'Europe qui sont, on va dire, les plus fragiles. Et voyez par exemple que telle nationalité, que là encore je ne citerai pas, elle se dirige plutôt sur tel pays, non pas parce qu'elle est plus francophile, mais tout simplement parce qu'elle juge que là, c'est plus facile. Jean-Claude Dacier, il y avait Nathalie Loiseau qui avait déjà parlé de shopping de l'asile pour les migrants. C'est la même chose que du ministre de l'Intérieur. Non, benchmarking, il faudrait expliquer d'ailleurs. Ça veut dire parangonnage en français. Comparaison, les avantages et les inconvénients. Comparative, voilà. Bon, moi, je veux bien. Les images sont évidemment insupportables. Je crains, hélas, que nous soyons les seuls en Europe à montrer ce type d'image. Si je me trompe, vous me le dites. J'ai peur. Donc nous sommes défaillants. Et ça fait un bout de temps que ça dure. Dans des pays, mais l'Europe de l'Est, c'est un autre problème. Mais ces images-là, avec des milliers de gens qui s'agglutinent, soit à Calais, un peu moins maintenant, et sous les ponts de Paris, je pense que nous sommes les seuls, même si ça s'est passé dans le calme. En réalité, qu'est-ce qu'on fait là? On les cache. La réalité, c'est qu'on les cache. On ne les verra plus à la télé. Ils seront dans des gymnases, comme vous le disiez, monseigneur. Combien de temps? Il y a des associations, les mômes qui viennent. C'est évidemment pas un problème, c'est évidemment pas la solution. Maintenant, j'entendais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas l'état civil de tous les migrants. Là, on dit qu'il y a beaucoup d'Érythréens. Alors c'est vrai que l'Érythrée n'est pas une dictature une démocratie exemplaire, mais Soudan, Somalie, Érythrée. Comment on fait? Je veux dire, on distribue. Où on les met, donc on construit. On parle des causes des migrations. Oui, mais les causes, on n'est peut-être pas forcément responsable des causes de l'immigration. La situation en Érythrée, on peut être responsable peut-être de ce qui s'est passé en Syrie et encore à débattre, en Libye et encore à débattre. Mais je veux bien qu'on porte tous les péchés du monde. Simplement, il faut m'expliquer. Si vous me dites en plus que ça ne s'arrêtera pas et qu'on en aura 70 ou 100 tous les mois, même opération dans 2 mois sous les ponts, ça veut dire quoi? Vous allez faire la société du vivre ensemble dans ces conditions-là? Mais vous rêvez. Avec généralement des populations qui sont 90% d'hommes, donc il faut arrêter de nous raconter qu'ils fuient systématiquement la guerre. Il y a une immigration économique qui est créée encore une fois par un appel d'air et par un système social qui est extrêmement attractif. Les gens fuient la misère, ils se disent pas. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas avec femmes et enfants? Vous en faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos solutions? Il y a 6 millions de chômeurs dans ce pays. Vous leur donnez quoi à faire? Les poubelles? La question que je pose, c'est quel boulot vous leur donnez? Où allez-vous les loger? Comment allez-vous les nourrir? Avec quel argent allez-vous les soigner? Je veux bien répondre. Je ne sais pas si la République en marche veut répondre, mais moi je veux bien répondre. On va passer la parole à Olivier Véran, notamment. Peut-être que vous êtes choqué par le mot benchmarking. C'est un peu bizarre, non? Moi, je m'intéresse à l'action. Oui, mais non. Je sais que la question n'est pas simple. C'est pas un mot qui est très bien choisi. Je m'intéresse à l'action. J'ai bien suivi les débats dans la loi. J'y ai participé du premier au dernier jour. J'ai travaillé de façon préparatoire à l'examen de la loi. J'ai défendu avec quelques collègues un amendement qui vise pour la première fois à doter la France, qui serait le premier pays d'Europe à le faire d'ailleurs, d'une stratégie vis-à-vis de l'immigration climatique. Et nous avons travaillé, j'ai beaucoup travaillé sur la question du fameux délit de solidarité. Donc,
très sincèrement, dans ce qui vient d'être dit, je vais pas argumenter sur le fait de savoir s'il faut fermer les frontières, forcer les gens qui traversent sur des coquilles de noix, qui ont tous les risques de chavirer, et qu'en plus ils prennent leurs enfants pour faire prendre des risques à leurs enfants. Déjà, ils ne prennent pas leurs enfants. Je vais m'énerver, j'ai promis de ne pas m'énerver aujourd'hui, donc je ne vais pas commenter et je vais m'intéresser au fond des choses, c'est-à-dire ce que vous dites sur quelle politique d'intégration, comment est-ce qu'on permet aux personnes qui obtiennent l'asile de travailler. Nous avons des solutions. Il y a le rapport de mon collègue Aurélien Taché, par exemple, des mesures que nous avons adoptées dans la loi. J'en citerai une. Désormais, au bout de 6 mois, vous aurez la possibilité d'avoir un emploi. À nouveau, moi, j'ai été député dans le mandat précédent, j'ai vu des familles arriver qui étaient en attente de demande d'asile, des procédures en cours, qui depuis 2 ans avaient interdiction d'avoir leurs propres revenus, interdiction mais vous savez de bien travailler, qu'il n'y a pas que l'emploi. interdiction d'aspirer à avoir un hébergement définitif, etc. Vous voulez considérer donc comme une variable économique, parce que quel boulot vous leur donnez quand on a 6 millions de chômeurs ? Nous sommes en train de créer les conditions pour que les personnes qui relèvent du droit d'asile puissent très rapidement intégrer la société française. Intégrer la société française. Avoir un hébergement. Vous savez, j'étais au Canada il y a 3 mois. Je suis parti en délégation parlementaire là-bas. On peut dire beaucoup de choses sur le Canada, mais ils acceptent l'équivalent d'1% de la population de leur pays. Ils choisissent. Oui, les Français ils choisissent. Donc c'est du benchmarking. Ils ont des hotspots. Sur le fond, ils ont des hotspots en Syrie, et vous avez raison de le dire. Donc ils ont une forme d'immigration choisie, mais ils ont aussi une immigration subie, notamment en provenance d'Haïti. Bon, on n'est pas au Canada. Ils acceptent plus de gens. La société dont vous ne voulez pas. Ça s'appelle une société communautaire. Alors, il y a des solutions, et ces solutions, nous les étudions. J'aimerais vous entendre. Étudier. Et nous les mettons. Monseigneur Benoît, pas d'accord. sur cette question-là, on voit que la classe politique est divisée. Les Français eux-mêmes sont divisés, partagés entre la solidarité, évidemment, et l'économie, le problème économique majeur. Quelle réponse ? Lequel d'entre eux n'est pas divisé intérieurement sur ces questions-là ? C'est évidemment des questions qui sont redoutables, mais qui manifestent aussi des signes qui manifestent un changement dans l'ordre géopolitique du monde. Ce qui se passe en France n'est pas simplement un problème franco-français, c'est un problème... La plus grande partie de l'immigration, en fait, elle se passe sur le continent africain, dans les pays africains, qui vivent des bouleversements considérables. Mais est-ce que nous, en France, on est à la hauteur ? Voilà. Est-ce que nous, en France, on est à la hauteur ? Nous, chacun personnellement. On n'est jamais à la hauteur dès lors qu'on s'intéresse à des groupes, à des masses, et pas d'abord à des personnes. Nous avons affaire à des personnes. Des hommes, des femmes, moins nombreuses, certes, des enfants, Dieu soit loué, moins nombreux aussi, parce qu'on ne leur souhaite pas de traverser ce que leur père ou ce que leur futur père ont traversé pour venir chez nous. Mais nous avons affaire à des personnes. Et ces personnes, elles méritent le respect. Ça ne veut pas dire qu'il faut donner un passeport à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut accueillir tout le monde. Mais que la moindre des choses, c'est que ces gens soient respectés. On ne peut pas dire qu'on respecte les gens lorsqu'on tolère que pendant 4 mois, ils passent leur temps sous une tente à la merci des dealers et des cinglés islamistes. On ne peut pas respecter les gens si on agit ainsi. Nous accueillons mal. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il y avait du prosélytisme aussi dans ces campements ? Mais forcément, parce que quand les gens sont désœuvrés, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils sont désœuvrés, donc ils sont à la merci de petits dealers de quartier, et aussi ils sont à la merci d'islamistes qui viennent faire leur propagande en disant « regardez comme ils vous traitent mal ». Et nous avons eu en prime le spectacle du ministre de l'Intérieur et de la maire de Paris qui se sont renvoyés le ballon pendant je ne sais combien de semaines. C'est vous ? Ah non, c'est pas vous, c'est moi. Honnêtement, Monseigneur a raison, on accueille mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est là où les problèmes commencent. On va aussi s'intéresser effectivement à ceux qui viennent en aide aux migrants et qui sont condamnés par la justice. Je vais vous faire écouter cette militante d'Amnesty International. Tiens, Julien, on va escalader les murs. Ça me fait penser à ce tweet, justement. Vous allez nous en parler, entre le bon et le mauvais migrant, c'est ça ? Oui, c'est une comparaison qui est faite en quelque sorte avec l'évacuation du camp du millénaire. Geste héroïque de Mamoudou Gassama, qui a inspiré donc ce dessinateur néerlandais, Thierry Royard, c'est son nom, qui a fait ainsi la comparaison entre un bon et un mauvais migrant. À gauche, le bon migrant qui escalade un immeuble pour sauver un enfant, et puis à droite, le mauvais migrant qui escalade un grillage pour entrer dans l'Union européenne. C'est frappant, de toute façon, effectivement, l'acte de bravoure de ce jeune homme, les lauriers qui lui ont été adressés, et ils sont éminemment mérités, et la façon dont on traite les autres migrants. Il y a des bons et des mauvais migrants, Olivier Véran ? Non, je ne sais pas quoi répondre à cette question. Si la question, ça porte sur la solidarité, si vous voulez aborder la question de la solidarité, à nouveau, regardez ce qui a été fait dans la loi. La loi sur le délit de solidarité, elle existait elle est punie depuis... pénalement.
Vous me laissez une minute pour décrire de quoi on parle. La loi date... Alors, je sais bien que ça t'embête que j'en parle, mais la loi date de 1938. Il n'y avait pas 14 de vos collègues qui se seraient abstenus sur la loi. Il y a un délit de solidarité qui porte d'abord sur le délit d'aide au passage à la frontière, c'est-à-dire aider quelqu'un à rentrer illégalement. Nous continuons de lutter avec efficacité contre les réseaux de passeurs. Il y a le délit d'aide au séjour, c'est-à-dire que vous offrez un logement, de la nourriture, une aide, etc. Nous avons élargi les conditions qui permettent d'être exempté de tout risque pénal dès lors que ça se fait sans contrepartie financière, c'est-à-dire que vous le faites dans un geste altruiste. Et nous avons supprimé, avec ma collègue Naïma Mouchou, nous avons porté tous les deux cet amendement, nous avons supprimé l'aide au délit, le délit d'aide à la circulation, qui fait que si quelqu'un est en France et que vous l'aidez à circuler d'un point A à un point B, ça m'est arrivé d'emmener une famille de la gare de Grenoble vers un restaurant solidaire. Jusqu'à présent, j'étais passible du délit de solidarité. Depuis la loi, ce ne sera plus le cas. Il y aura une circulaire, j'en terminerai par là, ministérielle, qui fera en sorte que les gens ne soient plus inquiétés par la justice. A priori, s'ils aident quelqu'un, si on soupçonne qu'il s'agit d'un passeur et qu'il a bénéficié de moyens financiers, il sera convoqué. Vous incitez donc à la clandestinité. Ça veut dire que la militante d'Amnesty International qui aide deux jeunes mineurs à aller d'un point A à un point B sur le territoire national, grâce à la loi Asile, ne sera plus convoquée devant le tribunal. Ça s'appelle se donner bonne conscience pour échapper aux vrais problèmes. Des personnes qui portent assistance aux migrants. Ce en quoi c'est encore eux qui sont en tort, étant donné que la loi française ne s'est pas alignée, comme la Constitution l'y oblige, sur le droit international que nous avons signé. Voilà, et ça, effectivement, elle risque une peine de prison. Cas pratique, madame, c'est une militante d'Amnesty International de 70 ans qui a aidé deux jeunes Guinéens en France à aller d'un point A à un point B. Elle les a amenés au poste de police aux frontières pour qu'ils soient pris en charge par l'assistance à l'enfance. Jusqu'ici, elle était inquiétée par la justice. Avec l'application de la loi Asile et Immigration que nous avons votée, elle ne sera plus inquiétée par la justice parce qu'elle l'a fait à titre bénévole et sans contrepartie. La loi a été votée, elle est au Sénat cette semaine. Donc avec la loi que nous avons adoptée, cette situation qui était aberrante en mon sens n'existera plus. Je vais vous dire, en fait, les vrais responsables, je crois, des drames qu'il y a dans la Méditerranée, c'est vous. C'est vous parce que vous incitez encore une fois l'immigration massive par ces pompes aspirantes. Vous légalisez. On a compris les éléments. Vous légalisez. Non, mais vous légalisez les mafias clandestines et les mafias de passeurs. En réalité, il faut quand même savoir que 90% des migrants aujourd'hui ont recours à des réseaux de passeurs pour passer. Les réseaux de passeurs, c'est toutes les aides sociales. Les pompes aspirantes. Les pompes aspirantes, c'est toutes les aides sociales et tous les moyens de l'État que vous déployez pour faire venir des populations. Quelqu'un qui n'a pas de travail, qui n'a pas de nourriture, qui ne peut pas nourrir sa famille, qui n'a pas d'accès à l'eau potable, il se dit tiens, une pompe aspirante en France avec une réforme de la famille, on va traverser la Méditerranée sur une coquille de noix, on va risquer le nauvage. C'est ça les pompes aspirantes. Eh bien, prenez-les chez vous alors, puisque vous avez un grand cœur. Combien vous prenez de migrants chez vous, monsieur, dans votre salon? Monsieur, combien vous prenez? Vous voulez mon histoire personnelle? Oui, combien vous prenez de migrants chez vous? Avec deux personnes. Je vais vous donner. Eh ben, c'est très bien. Pendant toute mon adolescence. Eh bien, écoutez, vous savez quoi? Vous tombez mal. Eh ben, félicitations, parce que au moins vous allez au bout de votre logique. Mais le problème, monsieur, c'est que 60% des Français aujourd'hui ne souhaitent plus accueillir cette immigration massive et ne souhaitent pas de ces migrants. Les pompes aspirantes, c'est par exemple l'aide médicale d'État, 1 milliard d'euros par an qui sont accordés. C'est toute la palette de soins que vous offrez gratuitement aux clandestins. Vous savez que les virus, pendant qu'un tiers des Français ne peuvent pas se soigner correctement. Vous avez fait un choix très clair, c'est celui d'aider les autres avant d'aider les nôtres. Eh bien, c'est respectable, mais moi je préfère faire le choix inverse. Le débat est politique, monseigneur de Sinetti. Peut-être la voix de la raison. Il n'est pas politique là, le débat. Il y aura des pâquerettes là. Mais bon, comment est-ce qu'encore une fois on peut réconcilier les Français autour de cette question-là? Je pense d'abord en essayant de tenir un discours qui soit le plus posé possible. C'est pas évident. C'est-à-dire qu'il faut éviter, me semble-t-il, toute phrase anxiogène. On n'est pas à la veille de la Troisième Guerre mondiale, en tout cas pas à cause de ça. Peut-être qu'on l'est, j'en sais rien, mais pas à cause de ça. Il y a d'autres. On n'est pas face à des hordes armées envoyées par des généraux du fin fond de la jungle africaine qui déferleraient le couteau entre les dents pour convertir de force à l'islam ou pour égorger nos femmes et nos enfants. On n'est pas dans ce cadre-là. On est dans une situation qui est certes grave, mais qui peut vraiment être vécue d'une manière positive et, j'allais dire, pacifique, dès lors que les gens s'assoient pour réfléchir. Vous parliez de ce jeune Malien qui a escaladé ce mur de manière absolument incroyable. C'est magnifique, mais évidemment, on ne peut pas imaginer que le critère d'obtention du droit de séjour soit l'héroïsme sportif, parce que le gars, il aurait été unijambiste. Qu'est-ce qui se passe? Et puis les trois copains qu'il avait, qui étaient en bas, qui n'ont pas la force d'escalader le mur. Qu'est-ce qui se passe? Eux, ils n'ont pas le droit? Alors, il faut des héros. Toute nation a besoin de héros. Toute histoire a besoin de héros. C'est formidable. On ne peut pas limiter l'histoire simplement à ces héros.
Allez, on va passer à un sujet qui parle de laïcité. Avons-nous besoin d'un guide de la laïcité pour permettre aux enseignants de nos écoles, collèges et lycées de faire respecter les règles qui sont visiblement bafouées? Le ministre de l'Éducation nationale va faire distribuer ce guide de 80 pages aux professeurs. Qu'est-ce qu'il y a dedans, Julien Desvages? On en débat ensuite. Ouais, on va regarder. Il s'agit en fait de 80 fiches pratiques qui expliquent en quelque sorte ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire à l'école en matière de laïcité. Tout d'abord, les parents d'élèves accompagnateurs ont-ils le droit de porter des signes religieux? Eh bien oui, nous dit ce guide de la laïcité, avec toutefois des limites, à condition de ne pas faire de prosélytisme. Ça veut dire qu'une femme voilée peut être accompagnatrice, une maman voilée peut être accompagnatrice dans ce genre de situation. Un élève a-t-il le droit de refuser de participer à un cours ou à une sortie scolaire pour motif religieux? Là, le guide est très clair, c'est non. Pas de possibilité de dispense, pas de possibilité de dispense de sport non plus concernant le ramadan, pas non plus de dispense pour des raisons comme des tenues qui ne seraient pas conformes à telle ou telle religion. Pour les élèves scolarisés en internat et qui ne peuvent pas rentrer chez eux, il est possible de prier à l'internat, dans l'établissement scolaire. Ça, c'est ce que dit aussi ce guide, par exemple, dans sa chambre. Et puis, concernant les symboles religieux, on sait que là aussi, il y a eu des polémiques en période de fête. Le guide donne des conseils pratiques. Alors non, la crèche à l'école, c'est interdit, mais le sapin de Noël est considéré comme un symbole plus laïque, lui, est autorisé. Il faut un guide de la laïcité pour rappeler aux enseignants. Je pense que ça ne peut pas faire de mal. Je ne suis pas sûr que ça fasse beaucoup de bien. Ça dépendra où. Il sera, dans tous les établissements scolaires. Je crains que dans un certain nombre d'établissements scolaires où il se passe des choses condamnées et condamnables, on mette le guide de la laïcité assez rapidement sous la pile. Mais il faut le faire, il faut essayer d'exprimer ce que devrait être le vivre ensemble. Je souhaite de tout cœur me tromper. Je ne suis pas sûr qu'on soit déjà très en retard sur ce genre de questions. Il se passe des choses dans nos écoles qui ne sont évidemment pas acceptables, mais on ne sait pas comment les traiter. Quand vous estimez que l'enseignement qui vous là, au moins, il y a un guide. Oui, il y a un guide, donc c'est bien. Et puis, je pense qu'on a raison, Blanquer a raison de dire faut enseigner le respect des autres. Il y a du boulot, donc c'est bien de commencer. C'est pas moi qui serais contre ce guide. Je suis un peu pessimiste sur ses conséquences, mais au moins essayons. Il y a une démarche globale qui est faite au sein de l'Éducation nationale, et c'est une bonne chose. C'est peut-être paradoxal de m'adresser à vous sur cette question de la laïcité. Je ne sais pas si j'ai le droit de parler. Le sapin est autorisé. On est en démocratie, donc vous avez le droit. Mais je me réjouis en tout cas qu'on reconnaisse aux enfants le droit de pouvoir prier dans leur chambre. C'est quand même une avancée formidable en termes de droits de l'homme. Mais il me semble quand même que la question de la laïcité, elle est ce qu'elle est. Nous sommes un pays qui est bâti avec cette histoire, etc. Tout homme a une recherche spirituelle transcendante. Alors on peut soit l'ignorer, soit le gaver de pop-corn et de jeux vidéo, soit essayer de l'aider à regarder un peu vers le ciel. Moi, je préfère l'aider à regarder vers le ciel. Alors, les laïcs de la France Insoumise... Moi, je ne suis pas trop pour les pop-corn, les jeux vidéo, on peut en discuter, mais c'est pour d'autres raisons. C'est pour d'autres raisons, les pop-corn, c'est pas très bon pour la santé si on en mange trop. Mais moi, je pense qu'il faut rappeler pourquoi la laïcité. C'est justement pour garantir cette liberté de conscience et le fait que chacun puisse vivre sa foi dans la sphère privée qui est la sienne et qu'on ne puisse pas se marcher dessus parce qu'un tel ou une telle aurait telle ou telle religion et que ça n'a rien à faire dans la sphère publique. Et c'est ça qui nous permet de vivre ensemble. Il faut rappeler pourquoi cette laïcité. Donc, moi, je pense que s'il y a un guide pour des bonnes pratiques, chacun puisse s'y retrouver et se repérer, tant mieux. Ça va dans le bon sens. Ne rajoutons pas des débats là où il n'y a pas besoin d'y en avoir. Et il faut quand même dire que dans la majorité des établissements du pays, tout ça se passe tranquillement et se passe bien. Rappelons que la majorité de nos concitoyennes et de nos concitoyens n'ont pas envie d'avoir des histoires de religion dans la sphère publique, ils n'en ont rien à faire, et c'est tant mieux comme ça. Pardon de trancher et de revenir un peu à la réalité, mais la réalité c'est que ce guide est à la fois, je dirais, un camouflet et puis un aveu, c'est que dans un certain nombre de quartiers aujourd'hui, la laïcité est totalement reculée devant les pressions du fondamentalisme islamiste, devant le communautarisme, devant le Front National et aussi. En réalité, des crèches dans les municipalités. Oui, je suis très fier d'avoir des crèches dans les municipalités. Je vois pas le problème. Je sais que vous avez une haine de la France, de nos racines, de nos valeurs, et que vous préférez le communautarisme et l'immigration aussi. Mais je veux dire, vous avez totalement le droit. Moi, je fais le choix. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc, je crois effectivement que la laïcité a reculé et qu'il faut aujourd'hui mener une offensive et priorité à déraciner le fondamentalisme islamiste qui a pris le pouvoir
voir dans un certain nombre de quartiers et qui aujourd'hui fait loi dans de nombreuses cités notamment. Olivier Véran, La République En Marche, il était important. C'est clair. Un besoin. C'est clair, c'est carré, c'est inattaquable, c'est pas laissé au libre arbitre d'une personne dans un établissement, c'est à disposition des familles, c'est à disposition des enfants. Moi, on mettrait un livre de la citoyenneté, un livre de la fraternité, ça ferait sans doute beaucoup de bien à mon collègue du Front National d'ailleurs d'en prendre connaissance. Pourquoi pas? Je veux dire, ça apporte des réponses claires et simples à des questions qui sont complexes et qui ne le sont pas. Ça ne veut pas dire que la situation n'est pas amenée à évoluer dans un sens ou dans l'autre dans les années à venir, personne ne le sait. Et puis moi, pour regarder vers le ciel, j'aime bien utiliser un télescope. Parce qu'il y avait une petite critique du libéralisme et du marchandising dans les propos de Monseigneur. Le popcorn et les jeux vidéo. Mais c'est un vrai débat. J'ai pas dit la télévision. Mais c'est un vrai débat. La moitié des Françaises et des Français jouent aux jeux vidéo régulièrement dans ce pays, donc n'insultez pas. Je crois que la société française, la majorité des gens, elle est pas entièrement laïque. La religion pèse encore considérablement dans tous les choix, y compris dans les choix politiques. Alors, la laïcité, c'est bien dans les lieux publics. Il faut essayer de la faire respecter. La société n'a pas à être laïque. Apparemment, ça a l'air mais elle ne l'est pas. Débattre de la laïcité, ça rend modeste. Parce que même au sein des partis politiques, et entre partis politiques, et dans les réunions de famille, et il n'y a pas un repas de famille sans qu'il n'y ait pas le débat qui s'ouvre. On voit bien que la question de la laïcité nous met souvent face à un certain nombre de situations complexes. Donc encore une fois, mettre un guide simple sur ce qu'on sait, sur ce que l'état de droit a tranché, sur les valeurs du vivre ensemble dans la République et la façon dont la laïcité a été pensée dans notre famille, et le mettre à disposition des enfants, des enseignants et des parents. Franchement, la présidente de l'UNEF pas la présidente nationale. Mais non, mais c'est pas ça. C'est une conception. Non, mais c'est pas. Mais ça prouve que c'est pas simple et qu'il suffit pas de dire laïque dans les écoles. On peut dire des choses simples. C'est-à-dire que la société n'est pas laïque, mais ce qu'on dit, c'est que l'État est laïque. La puissance publique est laïque parce que elle regarde indifféremment tous les citoyennes et les citoyens, quelle que soit leur confession. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça. Non, mais et c'est pour ça que dans les municipalités, on met pas aussi une crèche parce que dans les municipalités, la commune étant la puissance publique, c'est fait de façon provocatrice. Bah oui, mais par contre, vous, dans les municipalités en Seine-Saint-Denis où le Parti communiste ou le Front de gauche à la main, c'est vrai que vous faites un certain nombre de compromissions avec la laïcité. C'est pas grave. Faut pas non plus qu'on tombe dans chaque provocation. C'est un beau débat. Mais c'est important de le redire que c'est ça qui nous permet d'être ensemble, de se reconnaître et de vivre de manière pacifique. Et je renvoie au livre de Monseigneur Benoît de Signetti, Il faut que des voix s'élèvent, chez Flammarion. Merci beaucoup d'être venus tous les 5 sur CNews. Dans un instant, Pascal Praud, le 20h Foot, qui va parler évidemment de l'inflation des droits du foot. Jean-Claude Dacier, je crois que vous restez un petit peu pour en parler avec lui. Bonne soirée sur notre antenne.